Mesdames et messieurs, bonsoir. Chers amis aussi, parce qu'il y a des amis d'amis. J'ai le plaisir de vous accueillir dans le cadre de cette projection un peu particulière, puisqu'elle se déroule dans le cadre du programme Trésor des Archives, d'un film restauré que nous avons présenté déjà dévoilé au niveau, après sa restauration dans le cadre du festival de Locarno, il y a peu de temps. Film restauré grâce au financement de Mémoriave et de la RTS, que j'ai le plaisir de saluer ici aussi et de remercier pour son soutien. C'est une aventure. Et ce que j'aimerais, c'est que cette aventure, elle vous soit racontée par ceux qui l'ont fait, qui ont fait le film, mais aussi qui ont vécu la restauration. Et peut-être on va commencer par une personne qui n'est pas là, mais qui a envoyé son porte-parole, en l'occurrence sa fille, Véronique Rotelli. Voilà, Véronique Rotelli, parce qu'on va quand même parler de ce film en lien à un producteur qui s'appelle Freddy Landry. Freddy Landry qui a beaucoup fait pour que le jeune cinéma suisse romand se développe à partir justement de ce film-ci, qui est sorti en 1966, ensuite 68, mais dont la production avait déjà démarré bien avant, et je pense que Jacques Sandeau et Claude Champion nous le raconteront. Mais c'est une aventure d'une société de production qui va commencer avec ce film-là, et pour nous il était important, très exactement 50 ans après la naissance de cette société, de lui rendre hommage aussi à travers cette restauration, ou deux restaurations, puisque Jacques Pillet, vous êtes attendu devant. Enfin, vous pouvez passer de l'autre côté. Voilà, excusez-moi, hein, mais on va vous passer la parole. Pour cette occasion un tout petit peu particulière. Donc avant de passer la parole aux cinéastes et aux auteurs qui vont raconter cette aventure, Véronique, sa fille, qui est à la fois monteuse et réalisatrice, puisqu'on a présenté il y a quelque temps son dernier film, qui sera représenté le 8 novembre dans le cadre des commémorations liées à la grève générale de 1918. Voilà, je vais passer la parole à Véronique pour qu'elle vous dise quelques mots au nom de Freddy Landry. Donc je vais vous lire le texte qui m'a chargé de vous transmettre. Freddy Landry n'est pas parmi nous ce soir, il le regrette. Mais sa tête reste en bonne forme. Mais si sa tête reste en bonne forme, sa carcasse lui fait actuellement quelques misères au point de rendre très pénible le moindre déplacement. Il m'a donc confié le soin de vous transmettre ce message. Hier, l'ami de mon père, Freddy Buache, aujourd'hui Frédéric Maire, qui eut aussi mon père comme professeur de maths, avant de faire avec lui des bouts de chemin dans la critique et la production, sont tous deux attentifs au cinéma d'auteur, y compris en Suisse romande. À tous deux, merci. Merci à la Cinémathèque de sauvegarder des films qui font partie de l'histoire du cinéma suisse, car, dans les mêmes élans, la restauration de Vive la mort de Francis Rosser a été effectuée parallèlement à celle de 4 d'entre elles. Merci à ceux qui prennent en charge techniquement, professionnellement et financièrement ces précieux et coûteux travaux. Merci entre autres à Mémoriave et à la RTS pour leur soutien. 50 ans jour pour jour, assurément pas. Mais c'est tout de même en 1968 que fut présenté à Lausanne ce 4 d'entre elles, composé de 4 courts-métrages réalisés par Claude Champion, Francis Rosser, Jacques Sandeau et Yves Yersin. Accord fut fait entre la production et les réalisateurs sur l'idée de tracer chacun un portrait de femme. Portrait réuni en un long métrage qui a trouvé un honorable public dans une demi-douzaine de pays. De là est née la maison de production Milos Film, en se plaçant alors sous un signe qui voulait saluer un certain Milos Forman, rencontré au hasard d'un festival de films, alors qu'il présentait l'As de pique. Milos Film est devenu une SA dans les mains de Micheline et Freddy Landry et a produit une quarantaine de films avec une quinzaine de réalisateurs, plus souvent lémaniques que jurassiens, parfois même français, suédois ou roumains. Puis, pour poursuivre ses activités, Milos Film est passé dans les mains des animateurs de la Lanterne Magique suite à une suggestion de Frédéric Maire. Et c'est Dixofilm SARL qui a repris la gestion de son catalogue. Ces restaurations sont une belle occasion de donner aux réalisateurs et à leurs films une place à côté du groupe des 5,
avec des films comme 4 d'entre elles et Vive la mort, qui ont assez de qualité pour résister au temps qui passe. Merci pour tout cela et bonne projection. Merci Véron. Alors, je vous propose maintenant de passer la parole au cinéaste et au scénariste, parce qu'il nous a rejoint, Jacques Pillet, que vous connaissez pour d'autres raisons, évidemment, mais qui est scénariste du premier des 4 films, qui est, à savoir le film de Claude Champon. Rejoignez-moi dans la lumière, dans les sunlights, s'il vous plaît. Et, bon, comme tu veux, non, mettez-vous comme ça. Et j'accueille aussi Carole Delesser, qui est la restauratrice conservatrice de la Cinémathèque suisse, qui a assuré la restauration de ce film au laboratoire Ivanti, qui nous dira quelques mots par la suite. Alors à vous maintenant un peu la parole de quelques-uns de vos souvenirs, en sachant qu'on se retrouve après la projection pour en parler un peu plus longuement. Bon, d'abord c'est un immense plaisir d'être là avec vous, et en attendant de voir une copie restaurée, on est vraiment tout à fait ému. Oui, j'ai envie simplement de dire que ce moment de cinéma avec les 4 réalisateurs, ce moment de cinéma avec l'appui, l'engagement de Landry, c'est quelque chose qui a apporté des fruits, dont vous allez juger tout à l'heure l'un d'eux, mais c'est aussi une sorte de démonstration à l'époque de ce que l'on peut faire avec une énorme volonté, une énorme envie, et finalement très peu de moyens. C'est quand même intéressant d'imaginer qu'aujourd'hui, dès qu'on parle de cinéma, on tombe très vite dans des considérations sur les modes de financement, qui sont tout à fait justifiées, ces considérations. Mais on est parfois obsédé sur la difficulté de monter une production, de trouver les appuis, de trouver la diffusion. Et puis, je trouve assez rafraîchissant de faire ce flashback là, de 50 ans, où il y avait une équipe de jeunes un peu fous, quoi, qui fonçaient tête baissée, trouvaient des moyens dérisoires, il faut quand même bien le dire, dérisoires, hein, pour faire ces films. Mais l'envie était plus forte que tout. Et je trouve que cette ferveur, cette envie, cet élan, cette énergie mérite d'être remémorée, et je trouve que ça ferait du bien aussi parfois aujourd'hui dans certains milieux artistiques de retrouver cette sève-là. Voilà. Elle existe, elle existe. Je vais m'amuser avec un petit commentaire. Parce que j'ai retrouvé des vieilles critiques de l'époque dans les journaux, et il y en avait une qui n'était pas signée du Journal de Genève, ça existait, qui était vraisemblablement signée par quelqu'un qui était un littéraire assez connu, qui avait dû écrire des romans, des poèmes, je ne sais pas, et qui justement en avait plein la tête d'entendre ces jeunes cinéastes qui présentaient leurs films en se plaignant d'avoir aucun soutien, en appelant des soutiens de la Confédération, de partout, etc., et en disant, nous, quand nous avons commencé à écrire des livres, je ne sais pas quand c'était, eh bien nous n'avons rien, et c'était aussi difficile, et il ne serait pas venu à l'esprit d'avoir l'outrecuidance d'exiger des moyens de l'État. On aurait pensé que nous étions vendus. Alors voilà, c'est pour dire que les époques changent et puis que les façons de faire sont diverses, mais c'est vrai qu'on n'avait pas un rond, pas un moyen, pas une aide, ça n'existait pas. Mais le cinéma, ce cinéma-là, c'est pas un hasard si la production s'est appelée Milos Film, ce cinéma-là, je dirais, mondial, qui se révélait dans les années 50-60 à travers les ciné-clubs, les cinémathèques, etc., et ben nous, il nous enthousiasmait, et on s'est dit, pourquoi pas nous, quoi. Jacques Sando. Alors moi j'ai une petite anecdote qui me vient. C'est un éclairage sur le film avant que vous le voyez, je trouve intéressant. Moi j'étais le 4e des réalisateurs à venir dans cette histoire. En 1967, après l'école de Vevey, j'étais arrivé à Soleure avec un court-métrage qui s'appelait It's My Life, qui avait été très bien reçu, et c'est à ce moment-là qu'ils m'ont approché pour me dire, écoute, voilà, on fait un film qui s'appelle 4 d'entre elles, on a besoin d'un 4e réalisateur, et c'était d'accord de le faire, je dirais, évidemment, bien sûr. Bon, tu fais la femme de 35 ans, on m'a dit.
Alors j'avais 25 ans, et parce qu'ils avaient choisi chacun leur sujet qu'ils avaient développé. Et moi je me suis mis très méthodiquement et très studieusement sur une étude d'une femme de 35 ans avec le scénariste Jean-Pierre Guelfi, que vous connaissez peut-être. Et on a écrit l'histoire d'une femme mariée qui avait 2 enfants, qui était en crise de couple, qui était en crise vis-à-vis de la société, etc. Et lorsqu'on est arrivé au printemps 67, aux Verrières, à projeter le film en double bande noir-blanc, on s'est rendu compte d'une chose, à ce moment-là, ce qui est devenu indubitable, c'est que le dernier film, le film de Yersin, était au-dessus de tous les autres. La petite fugue de Yersin, parce que c'est déjà une petite fugue, celle de cette vieille dame qui prend la fugue d'un EMS. Pourtant, son film avait complètement dépassé le temps qu'on s'était donné. On s'était donné 25 minutes à chacun, il faisait presque 50 minutes, je crois. Ou 45 minutes, voilà, 45 minutes. Et nos 3 films avant, en tout cas le mien, était assez sérieux. Donc il fallait vraiment s'immerser dans cette histoire, et on s'est dit d'une manière ou d'une autre que ça n'allait pas fonctionner, que le film était trop long. Et c'est à ce moment-là qu'est venue l'idée de retirer ce film que j'avais fait, qui s'appelait Marianne Demain, qui n'a donc jamais été terminé, et de le remplacer par une comédie qui donnerait une petite respiration au milieu de ces 4 films. Erika, avec Erika Densler, Dominique Caton, Yvon Dalin, un film plus court, de 17 minutes, que moi je trouve très réussi et qui a contribué en fait dans ce sens au succès de 4 d'entre elles. Il y a aussi 2 autres choses dont je veux parler, qui sont les souvenirs de ce film. C'est que le film de Yersin nous a entraînés à la Semaine de la Critique à Cannes, en 68, vous rendez-vous compte. Le film est passé assez en début de festival, heureusement, mais c'est parce que le film, après on a participé en collectif avec les réalisateurs de Cannes à arrêter le festival. Et je me souviens d'une scène sur la scène avec Godard qui était par terre à chercher ses lunettes, Jean-Pierre Léaud qui le défendait, après une claque avec quelqu'un, c'était Géraldine Chaplin essayait d'arrêter le rideau du film de s'ouvrir, etc. On a vécu à travers ce film une entrée, justement, une relation avec le cinéma, et ça nous a vraiment propulsés, chacun d'entre nous. Ça a été une aventure assez incroyable et extraordinaire. Et la dernière anecdote est que, en fait, comme le film avait été acheté dans différents pays, tout à coup, Freddy a décidé de le confondre ensemble. Et alors moi j'ai dit d'accord, ok, je suis descendu avec Renato Berta à Rome, à Cinecittà, pour gonfler ce film en 35 mm. Puis là on a été confronté à 10 jours de grève, etc. Et on avait un délai qui était la projection devant le Grand Hôtel au festival de Locarno. Et en fait, on a passé avec ma grosse américaine et Renato Berta, on a passé une petite vanne de montagne douce un jour avant pour arriver le matin de la projection avec ses bobines 35 mm fraîches pour cette projection que j'ai regardée depuis mon balcon du Grand Hôtel. Alors, c'était des sourires merveilleux, merveilleuse époque. Je crois que ça nous a tous amenés à continuer à faire du cinéma. Et la grande question est de savoir pourquoi est-ce que Yves n'a pas continué après les petites fugues. Voilà. Merci, je vous remercie. Merci Jacques. Juste un tout petit mot, puisqu'on en est au remerciement. Moi, j'ai une pensée de gratitude à l'endroit des cinéastes tchèques. Claude a fait allusion à cela. En 65, nous faisions une expédition, n'est-ce pas, Claude, avec Claude Stemler à Prague, et on découvrait une émancipation extraordinaire dans la jeunesse tchèque de ce moment, qui d'ailleurs préfigurait ce qui allait arriver 3 ans plus tard, en 68.
Et le bonheur que nous avons eu à découvrir ces films de Forman, de Chitilova, de Niemet, voilà, et d'autres, et tout d'un coup on avait l'impression qu'il y a une nouvelle dimension du cinéma qui s'ouvre. C'est plus le cinéma narratif qu'on a adoré, américain ou français. Il y a tout d'un coup un nouveau regard, une nouvelle façon d'approcher les situations et surtout les hommes et les femmes. Et je pense que cette découverte de cette époque-là vous a tous marqué. Et je pense qu'il y a un héritage. Alors voilà, puisqu'on a donné les remerciements, la gratitude, pourquoi pas remercier les cinéastes tchèques des années 60. Merci Jacques. J'aimerais passer la parole à Carole de Lesser parce que comme Jacques Sandeau l'a indiqué tout à l'heure, le film a été gonflé en 35 en partant du 16 mm, ce qui a été l'un des éléments qui ont posé des problèmes majeurs justement, entre autres à la restauration dont l'étalonnage a été supervisé d'ailleurs par Renato Berta à Paris. Mais Carole, à toi la parole. Alors oui, justement, quand j'entends le passage en douane, vous pouvez bien vous imaginer que 50 ans après, moi j'ai un petit peu de la peine quand je dois plonger dans les bobines, d'essayer de m'y retrouver. Et ça a été en fait le gros problème. Sans compter que, mine de rien, c'est quand même un dossier dont personne ne voulait s'occuper à la Cinémathèque depuis longtemps. Parce qu'on a de très gros problèmes de catalogage, d'éléments arrivés ces diverses années. Donc en principe, maintenant c'est bon, on a plus ou moins compris comment ça allait. Donc effectivement, quand nous faisons des restaurations, nous partons de l'élément principal, primaire. Normalement, c'était en 16 mm. Les quelques boîtes que j'ai trouvées présentaient en fait une dégradation, mais surtout mécanique, et puis surtout un mélange colossal. Notre équipe était plutôt effectif réduit, donc on a décidé de sauter l'étape du premier élément, et donc de se tourner sur l'internégatif, justement, qui a été fait chez Gucci, qui présentait une très belle qualité photographique. Donc le trucage a été fait normalement dans un bon studio, dans un bon laboratoire, donc on ne devait pas avoir trop de soucis avec cet élément. Donc nous avons fait, en partant de cet internégatif 35 mm, nous avons fait une numérisation en 4K, et pour le son, nous sommes partis d'un négatif son 35 mm optique, ce qui est en tout cas pas le meilleur son qu'on puisse trouver, mais il se trouve que personne n'a mis la main sur les bandes magnétiques 16 mm, qui sont peut-être encore dans la cave de quelqu'un. Nous avons fait tout de même une restauration photochimique, mais relativement légère sur l'image, c'est-à-dire que l'image n'était pas trop abîmée, à part quelques petits incidents, mais par contre on voit des légères rayes d'usure du haut temps, et puis des poussières qui apparaissent sous forme de petites taches blanches. Donc ça on enlève effectivement. Mais la restauration proprement dite de l'image s'arrête là, parce qu'en fait notre but n'est pas d'améliorer le film, mais plutôt de le restituer tel qu'il était à sa sortie. Donc je me suis rendue à Paris avec Renato Berta pour faire l'étalonnage. Renato n'a pas fait l'étalonnage de tout le film, de tous les sketchs, mais disons que moi j'avais quand même besoin d'une aide, dans le sens où le but de l'étalonnage c'est de rendre en fait la même luminosité, la même chaleur au film qu'il avait à sa sortie. Difficile quand même, pellicule 35, numérisation 4K, bon déjà là il y a une grosse différence, mais quand même Renato pouvait nous aider à lui rendre ça. Donc on a pu faire l'étalonnage du film, et à un moment donné on avait des doutes sur une fin de séquence et tout, donc on est allé visionner dans la salle d'à côté une copie 35 mm qui avait été déposée par Milos Film. Et là-dessus, au drame total, on s'est rendu compte que les génériques n'étaient pas les bons, et on ne sait pas pourquoi, on avait un générique qui défilait. Et on a retrouvé aussi que la première bobine avait une amorce marquée télévision. Donc normalement, il semble que ce sont des génériques de télévision, et le problème c'est qu'en projection sur grand écran, c'était immonde et illisible. En plus, on s'est rendu compte que c'était même un peu incomplet, il y a des noms qui avaient disparu en cours de route. Donc depuis Paris, voilà, donc une partie du travail était faite. Donc là-dessus, retour à Pantin, 4e vitesse, essayer de ressortir les boîtes, c'est de l'archéologie, c'est assez drôle à un moment donné.
Donc j'ai réussi à remettre la main sur une copie de travail, et non pas sur les génériques, mais une copie de travail des génériques. Donc j'avais quand même les textes plus ou moins complets, etc. Donc que je renvoie en express à Paris, qui me numérise, qu'ils essayent de remettre à la bonne longueur, puisqu'on avait quand même le son qui nous servait de référence pour la longueur. Et puis pour le montage, effectivement, on avait quand même une copie 35 mm qu'on pouvait utiliser éventuellement comme référence. Là-dessus, en principe, c'était bon. Pas bien, on pouvait passer à l'étape suivante. Et puis là-dessus, je ne sais plus pourquoi. Donc, quelqu'un me dit « Ouais, mais alors, il y a un problème avec la fin du sketch de Champion. On a vu un truc et tout. » Et quoi encore? Enfin, ils sont tous les cartons de Champion, c'est bon, tout va bien. Puis là, ils m'envoient une photo et non, il y avait un carton. Alors, j'ai réussi à déchiffrer le texte et effectivement, mine de rien, il fallait absolument ce carton. Donc moi j'envoie un très gentil mail à Claude Champion en lui disant « Voilà, donc la fin de votre sketch, ça se termine comment? C'est une image fixe, c'est un fondu ou c'est un carton ?» Alors il essaye de me répondre et tout, puis il finit « Bon, 50 ans après, j'ai un peu oublié les détails. » J'ai trouvé ça très drôle, parce qu'effectivement ça remet les pendules à l'heure quand même. Là-dessus, j'ai ressorti des archives de la Cinémathèque, toutes les copies qu'on avait à disposition, 16 mm et 35 mm. Et là, j'ai eu droit à tout, donc tous les cas de figure. Une fois, il y avait le carton, une fois, il y avait le son, pas de carton, une fois, il n'y avait rien, une fois, il y avait une collure, voilà. Donc, du coup, ce carton a été recréé. Donc, en principe, je ne pense pas que vous allez voir que le carton a été recréé. Par contre, il porte une erreur de notre part. En fait, on a complètement oublié, quand on recrée un carton et qu'on l'insère dans une œuvre, normalement, il doit porter le logo de la Cinémathèque, c'est-à-dire que vraiment, on doit différencier notre travail du film original. Donc là, en l'occurrence, voilà, ça passe très inaperçu. Mais au moins, il y est, et effectivement, quand on lit le contenu, il le faut absolument à la fin du sketch, ça c'est clair. Qu'est-ce qu'il dit ce carton? Surprise, vous allez le voir. Ça vaut le pesant de cacahuètes, alors ça je peux vous l'assurer. Mais il y a 2-3 choses avec ce film qui valent le pesant de cacahuètes. Notamment la bande-annonce que vous ne verrez pas malheureusement, qui semble d'ailleurs ne pas être une bande-annonce, mais un document fantastique. Assez surréaliste. Encore juste une chose par rapport à la préservation que nous faisons de nos restaurations. Donc quand on fait une restauration à partir d'éléments nitrates, la question ne se pose pas, on fait un retour sur pellicule safety pour une préservation à long terme. Par contre, pour le film de ce soir, il n'y a pas d'élément en danger physique absolu. Donc même si on avait eu un sang magnétique, on l'aurait de toute façon sauvé, ça part en urgence. Donc pour nous maintenant, d'un côté, les originaux vont repartir dans les abris culturels avec des contrôles de température et d'humidité, ça va leur permettre une conservation à très long terme. Et puis le résultat, donc la restauration, sera conservé sous forme de fichiers numériques, LTO, serveur, enfin tout ce qu'il faut pour bien faire. Voilà. Donc je vous laisse. Merci Sur ce, bonne projection, et on se retrouve à la fin pour ceux qui auraient envie de converser encore quelques minutes avec les auteurs de toute cette aventure. Merci.